that is why I have decided to convene from the end of this month a major national dialogue that will, in line with our Constitution, enable us to seek ways and means of meeting the high aspirations of the people of the Northwest and Southwest regions, but also of all the other components of our nation. The dialogue in question will mainly concern the situation in the Northwest and Southwest regions, since it will focus on issues of national interest such as national unity, national integration, and living together. It is obvious that it will not concern only the population of these two regions. The dialogue will therefore rally all the sons and daughters of our beloved nation and beautiful country, Cameroon, to reflect on values that are dear to us, namely peace, security, national unity, and progress. It will also focus on issues that can address the concerns of the population of the Northwest and Southwest regions, as well as those of the other regions of our country, such as bilingualism, cultural diversity, and social cohesion, the reconstruction and development of conflict-affected areas, the return of refugees and displaced persons, the education and judicial system, decentralization and local development, the demobilization and reintegration of ex-combatants, the role of the diaspora in the country's development, etc. Welcome, ladies and gentlemen, to the May 2025 edition of Nation on Stage that will be titled this time round on National Unity, Gains and Challenges under President Paul Biya. The Republic of Cameroon has come a long way. From its birth date of February 1885 in Berlin, Germany, some 140 years ago, Cameroon went through 31 years of German protectorate, 44 and 45 years of French and British rules, respectively, as mandated countries under the League of Nations, and in 1945 as trusteeships under the United Nations. French Cameroon had its independence in 1960, while British Cameroon had theirs the following year in 1961. The same year, both countries became one to form the republic that we have today. The three European countries did their best to unite the scattered peoples of the land, and Germany in particular extended the territory of Cameroon to present-day Gabon. These powers left an administration, built bridges, roads, railways, schools, and hospitals, and equally taught their language that we are using at this moment on this stage to communicate and to propagate knowledge and progress in this country. That's the heritage of colonialism. Nevertheless, President Paul Biya came on the scene in 1982 and gave more impetus to the notion of national unity. Despite the odds, the new president at the time developed all manner of infrastructure projects, built schools, hospitals, and democratized the country. However, it hasn't been all rosy all these years. The Boko Haram, the disturbances in the Northwest and Southwest regions, the economic meltdown of the 1980s, and more came to stain the president's lofty endeavors on the unity of Cameroon. Nevertheless, Cameroon has come of age, and President Paul Biya is determined more than ever to proceed with his national construction to render Cameroon a peaceful, stable, and united country. With me is my colleague Jean Atagna, who will introduce the guests of the day. Hello, Jean. Merci, Ebenezer Motale. Nous commençons par une leçon, la belle leçon du jour, leçon d'éducation civique. La République du Cameroun est un État unitaire, décentralisé. Elle est une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est, pensons-nous,
le plus grand acquis de l'unité nationale au Cameroun. Il est gravé sur le marbre de la Constitution du 18 janvier 1996 en son article 1er, alinéa 2. Cette Constitution est elle-même une émanation concrète de la rencontre tripartite de Yaoundé tenue en octobre-novembre 1991, en dépit des défis encore nombreux. Les acquis de l'unité nationale jalonnent notre histoire commune depuis la partition sauvage de l'Afrique à la conférence de Berlin il y a un peu plus de 140 ans. Personne sur ce plateau de PRC-TV n'était encore né. C'était en 1984, 1985, même pas le doigt. 1800. Personne donc sur ce plateau n'était encore né en 1884, 1885, même pas le doyen de cette modeste assemblée. Je voudrais saluer ici la présence du professeur Samuel Efouam-Bozor. Bienvenue, professeur. Merci, Jean. Vous avez été, si vous permettez, pendant de longues années, 1988-1992, secrétaire général de l'Assemblée nationale du Cameroun, député de la Nation. Je rappelle également que vous avez assumé les fonctions de secrétaire général du Parlement africain. Vous êtes aujourd'hui membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Pendant quelque temps, c'est là que vous commencez, vous êtes président du bureau transitoire de la Société camerounaise d'histoire. On dirait que vous êtes l'homme de la situation sur ce plateau parce que vous connaissez au bout des doigts les péripéties de la quête de l'unité au Cameroun depuis la triste célèbre conférence de Berlin. Alors, d'après vous, quel héritage pouvons-nous réclamer de cette conférence à laquelle je fais tant allusion? Merci Jean. D'abord pour l'invitation. Comme vous l'avez si bien dit, c'est la première fois que je me retrouve parmi vous. Merci. Et je suis d'autant plus content qu'effectivement, le sujet qui sera débattu ce matin évoque beaucoup l'histoire. Et parlant de la conférence de Berlin, je voudrais d'abord dire ceci. La conférence n'a pas partagé l'Afrique, non. La conférence a édicté les règles et les principes devant prévaloir entre les pays européens qui étaient, comme on le disait, à la course vers le clocher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y avait des principes tels que pour entrer vers l'interland des territoires, puisque la plupart des puissances européennes étaient surtout placées au niveau de la bordure maritime, il fallait donc définir le principe. Comment arrêter une frontière entre deux puissances? Et la conférence de Berlin a dit par exemple qu'il faut que deux puissances se rencontrent quelque part et s'entendent pour tracer la limite. Ensuite, s'agissant du bassin conventionnel du Congo, parce que ça, vous savez que le roi Léopold II de Belge avait fait, n'est-ce pas, du Congo sa propriété privée. Alors, il était dit qu'il fallait évidemment laisser libre cours les missionnaires, par exemple. Les sociétés religieuses devaient s'implanter partout où besoin se faisait. Alors vous dites c'était pour arrêter les principes. On en reparlera. Voilà. Je salue un autre doyen sur ce plateau, le professeur Aboya Ndong Manas, politologue, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Bolivar. Vous êtes, si j'ose dire, l'hôte le plus régulier de cette maison, mais cela n'empêche pas de vous dire bienvenue dans votre maison. Merci Jean. Alors Berlin, que nous venons d'écouter, Fumban, une autre conférence, Yaoundé, la tripartite, Yaoundé encore, le grand dialogue national. Les chemins de l'unité au Cameroun n'ont aucun secret pour vous, professeur. En réalité, je suis un modeste enseignant qui a réussi à parcourir justement les traces de l'unité nationale à partir des faits historiques qui ont contribué à mettre les bases sur lesquelles
nous marchons aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, le président de la République a souvent parlé de respecter la volonté des pères fondateurs. Ça veut dire que les pères fondateurs ont mis les bases de ce que nous revendiquons aujourd'hui comme héritage précieux dans lequel les Camerounais d'aujourd'hui doivent se socialiser, doivent apprendre à intégrer dans leur mémoire collective pour continuer à regarder vers un même objectif. Donc, les dates que vous avez évoquées sont des dates extrêmement importantes que tout Camerounais doit évoquer, doit s'en souvenir pour savoir que le chemin parcouru a été tellement immense, si bien que nous n'avons pas le droit d'aller vers un échec, de créer des faux pas qui vont compromettre les acquis posés par les pères fondateurs. Donc, je suis témoin de cela en tant qu'enseignant, en tant que contributeur à la propagation de cette histoire-là auprès des jeunes générations que sont les étudiants, de manière à ce qu'ils s'en souviennent et que cette histoire puisse guider leur parcours, guider leur être, guider leur façon de penser le Cameroun d'aujourd'hui, qui est un construit de nos pères fondateurs. Nous aurons le temps de revisiter les différentes étapes que j'énonçais tout à l'heure. Sénateur Charles Mbelamoki, you're welcome. Thank you, sir. Vous avez été tout à la fois président OJRDPC du FACO, président de section RDPC toujours dans le FACO, maire à 2 reprises, 2 mandats à Boya, et maintenant vous êtes sénateur. On vous regarde comme un homme politique qui a véritablement fait ses classes au Cameroun, dans le vivier du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes également un éminent administrateur du football au Cameroun. Alors, de toutes les initiatives citées au Cameroun en quête d'unité dans la paix, le grand dialogue national, si je ne m'abuse, tenu à Yaoundé en septembre-octobre 2019, est l'initiative qui vous aura le plus marqué. Vous étiez vice-président de la commission numéro 4. Yes, you are right, sir. It has been a wonderful privilege accorded to me as an elected official, projected and of course put forward by my party and its leader, President of the Republic and Head of State, His Excellency Paul Biya, in which context I want to say that all of this has just been made possible by the beliefs that I've had in that I should always rally the people I've been called upon to represent, to see with the leadership of this country, and of course, appropriate the gains and fallouts that have been as a result of our living together, working together, and bringing the various segments of our national life together as a way of causing Cameroon to move forward. These are my beliefs, and I humbly present them in service delivery, not to at any time differ from what the leadership of this country holds as what is good for Cameroon. Reason why I cherish the very essence of national unity and the culture of living together. Thank you for coming. Magistrate Galeka Prudence, you welcome again. Thank you. On this place. I apologize. J'aurais dû commencer par vous dans les présentations puisque vous êtes l'unique dame de ce plateau, mais j'ai réservé le meilleur pour la fin. Alors, quel est votre plus beau souvenir sur les chemins de l'unité au Cameroun? Thank you very much. First, I would like to say I believe in the concept that the last is always the first, because, and always the best, as you say, because you have the opportunity, especially amongst eminent and sound minds like what you've convened here, to learn from the lessons and be able to give the best
drawing from their wisdom. And also further to actually express my sincere appreciation to be a guest again on this eminent platform, and most especially a guest at this strategic moment in the history of this nation, when we celebrate what we consider have been the major achievements, especially of our head of state, leading us towards unity, peace, security, integration in this country. In terms of my key moments, my very remarkable moment goes back to my childhood. And I think many of us have had this experience. I recall when I had to get out there on the National Day to march, coming from a girls' school. You find the whole community convened in a location expressing their joy, the diverse backgrounds from which they came, the different communities, and everybody displaying the best they could offer. You know, it raised and nurtured in me that spirit of patriotism, which I can tell you has kept me going to this moment, where I have had to exercise this patriotism, the love for my country, you know, living together as a result of what our national celebration has meant to me. Merci beaucoup. Alors, je voudrais rappeler très rapidement que vous êtes par ailleurs experte internationale en questions environnementales. Je ne voudrais pas vous provoquer en vous interrogeant sur les poubelles qui jonchent les grandes villes au Cameroun et qui font l'actualité. Je n'ose pas vous interpeller là-dessus parce que c'est un sujet de division entre les Camerounais. Non. Merci madame, merci messieurs pour votre disponibilité à conférer autour de cette table de convivialité. Ebeneza Motale l'a rappelé, unité nationale, à qui est défi sur le président Paul Biya. C'est le thème de débat de cette édition de Face à la République, édition de mai 2025. Je vous retrouve pour la suite des échanges. Question au professeur Efom Bozo. En quoi la conférence de Berlin tenue il y a près d'un siècle et demi est-elle responsable de divisions qui déchirent aujourd'hui l'Afrique? Il y a plusieurs raisons. D'abord, la conférence de Berlin s'est tenue sans les Africains. Donc le partage qui s'est passé est un partage qui n'intéressait que les Occidentaux, les Européens. Ensuite, malheureusement, à la veille des indépendances africaines, il y a eu deux courants qui ont prévalu. Maintenant que nous devenons indépendants, faut-il avoir des États, des petits États africains, ou alors les États-Unis d'Afrique? Les deux courants se sont heurtés jusqu'à la conférence d'Addis Abeba en mai 1963. Et ils ont coupé la poire en deux. C'est-à-dire qu'il y a eu un compromis qui est sorti, n'est-ce pas, de cette conférence d'Addis Abeba, mai 1963, et qui consistait à dire, écoutez, nous ne pouvons pas pour le moment réaliser le vœu d'avoir les États-Unis d'Afrique. Nous allons commencer à fonctionner avec les États que les colons ont laissés. À charge maintenant pour nous de créer une situation qui va favoriser l'unité africaine, en encourageant, n'est-ce pas, l'intégration régionale. Voilà donc le compromis d'Addis Abeba. Et aujourd'hui, nous souffrons parce qu'effectivement, tous les irrédentismes qu'on retrouve aujourd'hui, toutes les guerres civiles qu'on observe dans notre continent, ont pour cause les frontières héritées de la colonisation. Parce que ces frontières n'ont pas tenu évidemment compte, n'est-ce pas, des cultures, des langues, des traditions des uns et des autres.
Ils ont mélangé dans des territoires une diversité, n'est-ce pas, de culture, une diversité d'ethnie, une diversité linguistique. Mais les pères fondateurs de l'Union africaine ont estimé que, dans un premier temps, il serait intéressant de garder ces frontières pour éviter, n'est-ce pas, des conflits inutiles, même si par la suite, il y en aura à cause des frontières. Donc, pour résumer, je dirais que la conférence de Berlin marque, n'est-ce pas, une tâche indélébile dans l'histoire des Africains, puisque les États tels que nous les connaissons aujourd'hui sont issus des principes et des règles qui ont été arrêtés, n'est-ce pas, à Berlin en 1884-1885. Donc, je suis, vous l'avez dit, président de la Société camerounaise d'histoire. Nous sortons d'un congrès où, justement, nous avions débattu sur les frontières en Afrique. Désintégration et intégration, quel avenir pour l'Afrique? Et des résolutions importantes et pertinentes ont été trouvées pour dire effectivement que, pour le moment, il faudrait dépasser le stade de ce que nous avons appelé, n'est-ce pas, l'intégration régionale. Il faut d'abord que cette intégration ait effectivement lieu. Parce que pour les pères fondateurs, si cette intégration régionale a lieu, il sera plus facile, n'est-ce pas, d'arriver à l'intégration continentale. Donc, pour nous, les historiens, nous estimons que, sans remettre en cause totalement ces frontières, il faille aujourd'hui passer à une autre étape. Et cette étape qui concernerait à dire, oublions les frontières telles que les colons nous les ont laissées, voyons ce que nous, Africains, nous pouvons faire en tant que peuple d'Afrique, issus pour la plupart, n'est-ce pas, d'une même origine. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant, pour donner les conséquences de cette fameuse conférence de Berlin qui s'est tenue sans les Africains et qui a pris des décisions qui ont malheureusement, jusqu'à nos jours, un impact dans la vie de nos États. Professeur Boya Manasseh, l'intégration sous-régionale pour atteindre l'intégration plus large, continentale, c'est un processus qui a commencé depuis longtemps. Exact. Il avance, il fait du surplace. Quelle appréciation portez-vous sur cela? Alors, c'est une question extrêmement difficile et sensible, parce que l'intégration, aussi bien régionale que continentale, est confrontée aux souverainetés nationales. Donc, les États y vont en essayant de garder leur souveraineté. Et ce qui est très difficile à mobiliser, parce que quand on parle de souveraineté nationale, il y a l'idée d'intérêt national. Et les intérêts nationaux sont tellement divergents et sont tellement confrontés également aux susceptibilités culturelles, parce que le continent africain a subi plusieurs types de colonisation, que ce soit colonisation britannique, française, hispanique, ainsi de suite. Ça fait que vous regardez plus près de nous, la Guinée équatoriale et nous, nous sommes très proches, mais culturellement, nous avons des colons différents et ça fait que la circulation des biens et des personnes est très difficile à articuler à cause de ces susceptibilités. En témoigne la dernière actualité enregistrée au cours du mois de mars. Tout à fait. 2025. Absolument. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens pensent que l'intégration continentale, à partir de l'intégration régionale, parviendra à être mise sur pied si les intégrations, si les unités nationales dans les différents pays pouvaient être réalisées. Et ma foi, quand vous prenez l'exemple d'un pays comme le Cameroun a réussi à corriger justement ce tracé historique du colon en optant pour l'unité nationale. L'unité nationale que nous célébrons, qui est un acquis extrêmement important, qui a remis en cause les tracés issus de la colonisation pour embrasser un tracé qui est conforme à nos réalités propres. Donc, les uns et les autres ont senti qu'ils sont des frères et qu'ils peuvent vivre comme frères sans tenir compte
des spécificités qui leur ont été imposées par la colonisation. Et je pense que c'est la grande victoire du Cameroun. Et c'est toute la spécificité du Cameroun qui célèbre donc l'unité nationale, parce que le Cameroun a embrassé ce processus en estimant que seul lui peut lui permettre de mieux célébrer la nation dans le cadre d'un territoire qui lui est propre. Parce que l'intégrité territoriale est le cadre d'expression de la nation camerounaise. Et il n'y a pas meilleure intégration que celle qui met en évidence les nations qui se reconnaissent comme telles, qui se reconnaissent unies par les mêmes liens de sang, les mêmes liens culturels, les mêmes liens de fraternité qui les ont toujours guidés depuis donc 1884 que l'aîné Efouam Bozo a brillamment exposé tout à l'heure. Donc moi je pense que c'est le chemin à amorcer. Il ne s'agit pas d'amorcer une intégration continentale qui sera rafistolée, qui n'aura pas de bases solides à partir des nations qui auront adhéré à partir de leur spécificité, mais de tenir compte de nos préoccupations au ras du sol qui nous permettent de vivre ensemble, ici et maintenant, à partir du cadre territorial national. Thank you very much, Professor. Now, Senator Belamoki, you realize that the Germans left us with these boundaries. And later on, many years, President Paul Biya comes to power and he starts talking about ethnicity, diversity of ethnic groups in Cameroon as a richness. Yes, sir. If I can say there is a president I admire, a president I love, and a president I respect, it is because of the vision he has for the country to which we all belong. So we don't have much to regret. No, not at all. In fact, that is why, for some of us here who cannot even manage our homes, our communities, our families, a man comes out, puts together this multiplicity of ethnic groupings that we have in our country, and he's able to forge policies that are keeping us together, affords us the opportunity to develop ourselves, rallying each and every one. You know, unity helps in pulling all of us together, bringing us together and allowing us to express our skills and perspectives in various ways so as to address the feelings of each other for the good of the nation. In that way, I want to say that we have been offered opportunities to build a country that has a heritage. Which is that heritage? That of enjoying the good of the culture of the Germans, that of the French, that of the British. Putting all of this together to build a Cameroon that is admired by the world is something we must cherish. Cherishing that warrants that we look up to our leader with respect and give value, added value, to what he has prescribed for a nation that exists today in a way that the rest of the world admires our leader and admires us as a people. That is what I want to say. And as a community leader, one who has been duly elected several times to render service and translate this vision of the head of state to the benefit of community members, I have and will always endeavor to uphold the vision of the head of state and president of the republic, His Excellency Paul Biya, in a way that the Cameroon, as he said, that will bequeath to our children, should be one that is going to be better than the one that he handed over to us. The foundation is there. It is a sure foundation. The foundation is so strong, useful, relevant, that it constitutes the very essence of a future we look up to. In doing that, sir, we must again value his definition for national unity.
we must not at any time allow forces that should come from any direction to disintegrate what has taken this country a chunk of its resources to put together. And that, all of that which has been put together required the kind of astute leadership that is calm, observant, and of course foresighted. This is what we are trying to uphold, especially as we have elections ahead of us, in that we make no mistakes. Yes. Thank you. Madam, you realize that we went through the Germans, they went, the British and the French left, and in 1961 we had to come together as a nation. What significance do you give to that? Thank you very much. I may be very biased in my response based on my background, because I can explain this more from the evolution of the legal system. A legal system that was put in place to accompany the historical evolution the doyen has talked about, to accompany the political evolution, and a legal system that was very sensitive and responsive to our cultural diversity. Definitely we have a legal system that inherits this cultural heritage, is respectful to it. We have a bijural system that is informed by the common law system, the civil law system. We have a pluralistic system that imports as well, because even before a colonial system, we had our cultures, we had our customs, we had our practices. And so there is a continuity in respect of those diverse cultures within our legal system. Now, when you look at that legal, the evolution of that legal system, you find out that unification, yes, came in the emphasis in 1972 with the import of a number of instruments put in place. But from 1982, I think history will tell you, this was more robust and more extensive, based on a drive of having what reflects national reality and unity. And in two, I would give two examples. You've talked about the harmonization of laws. Now, if you look at pre-1982 era, we functioned as if we were two territories. Because if you were That is common law and civil law. Yes, if you were in certain jurisdictions, you know, the way the law applied to you was different. And so we functioned as if we were diverse territories. But post-1982, you will find out a harmonization that seeks to break from that separate territoriality into a unified legal system. The penal code is amended. The criminal procedure now, irrespective of where you are, is amended. Several sectorial laws, labor laws, several instruments are put in place that begin to demonstrate that we belong to one nation and are the same. What is most important is what I would describe as a total overhaul of the judicial organization, which was intended to respond to this new dispensation in laws. If you take, for example, you talked about the tripartite, which led to a new constitution. Yes. And in addition to that were the liberalization laws that now gave people the freedom of expression. As a result of that, you needed a legal system that could respond to what was the impact of these new options that the head of state has put in state. So you find a complete overhaul
in the Supreme Court. And the Supreme Court is made to focus on judicial, administrative matters. And a constitutional court is created independently to focus on the issues of election, constitutionality, and the Supreme Court to focus. Of importance, the head of state discovers that there is a need for justice not only to be done, but to be seen to be done, and for this multiplicity of demands to be able to have access to justice. And so we have a plethora of jurisdictions that get down to the local level. So you can go to you don't need to come to the Supreme Court. The administrative bench is created so that you can deal with the constant request of ultra-virus actions by administrative authorities. You find a plethora of these structures put in place. Of importance is the special court. There was the demand to fight corruption, and he said, as long as there is evidence, I'm going to combat it. You find a special tribunal. Yeah, we're going to get to that as some of the gains of national unity, Jean. Voilà, c'est pour annoncer que, bien que nous y soyons déjà, la seconde partie de cette édition spéciale de Face à la République, Nation on Stage, va bientôt amorcer les acquis de l'unité nationale sous la magistrature du président Paul Biya. Mesdames, Messieurs, et revoici la fête nationale de l'unité le 20 mai chaque année, édition 53e en cette année 2025. Moment unique de célébration et de réaffirmation par les Camerounais de l'intérieur comme ceux de la diaspora de leur attachement à l'unité et à l'indivisibilité de la nation camerounaise. Occasion par excellence aussi de compter, à défaut de les comptabiliser, les acquis engrangés sur le vaste chantier de l'unité nationale. Tentative d'évaluation des acquis de l'unité nationale sous la haute impulsion du président de la République Paul Biya. C'est dans cette analyse que propose Amin Keng Edward. Unity is enshrined in the Constitution of Cameroon as a core value or principle, if you will, and affirms unequivocally the nationhood of the Cameroonian people from east to west and from north to south, with a common history and a common destiny. It is explicitly articulated in the preamble, with emphasis on the nation's linguistic and cultural diversity and the ultimate necessity to consolidate its unity. President Paul Biya's revised edition of communal liberalism is even more explicit and concrete, where he says salvation lies in jointly and severally building Cameroon to be a country that transcends ethnic differences, religious, professional, social conditions, generations, and political inclinations, to turn resolutely towards consolidating our living together and a harmonious cohabitation. The author unequivocally advocates a new ethnic group that promotes national integration and recognizes progress and unity through shared territory, history, and bilingualism. That means a unified Cameroonian identity without borders. Each time Cameroonians prepare to celebrate the National Day, there is always a beautiful story to tell about the windfalls or achievement of a unified Cameroon that has successfully, regardless of multiple challenges, capitalized on its ethnic,
cultural and linguistic diversity under the stewardship of the President of the Republic, Paul Biya, the chief promoter of the unity that Cameroonians have enjoyed over the years. Come to think about the stable political climate in the country, with regular and peaceful elections, the resilient economy with the realization of several capital-intensive development projects, the expansion of education, healthcare and sports infrastructures to improve on the living condition of the population, the excellent diplomatic relations existing between Cameroon and other countries, plus the peaceful cohabitation of Cameroonians within the national triangle, regardless of their origin. These achievements demonstrate eloquently a high degree of national unity, a sense of shared purpose and shared progress, as could be seen in the pomp and fanfare that often characterize the National Day celebration within and beyond the frontiers of Cameroon. And President Paul Biya, as a frontline promoter of the country's unity state, sees reason to join his compatriots each year to celebrate a collective effort towards the consolidation of national unity and a peaceful cohabitation in Cameroon. Vous venez, Madame, Messieurs, de suivre cette analyse fort pertinente de Edouard Amin Keng. En début d'émission, vous avez suivi le propos du chef de l'État. À l'heure où il convoquait le grand dialogue national, il dit il est évident qu'en cela même, le grand dialogue touchera à des questions d'intérêt national telles que l'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble. Je voudrais donc qu'ensemble, nous puissions revisiter étape par étape les progrès enregistrés au Cameroun dans la quête de l'unité depuis la conférence de Fumban en 1961. Nous y étions déjà plus ou moins au cours de nos premières interventions. Alors, quelle moisson à l'heure de l'évaluation, professeur Ifouane Bozoa? Merci pour cette question. Je voudrais dire que le Cameroun est spécifique. Et sa spécificité découle de l'histoire, comme on l'a dit. Alors, voilà un pays qui n'a pas décidé de vivre dans ce triangle national. Voilà un pays qui intègre des cultures différentes, des ethnies différentes. Les ethnologues nous parlent d'environ 250 ethnies. Les sociolinguistes nous disent qu'il y a près de 300 langues. Et certains ont essayé, n'est-ce pas, de réduire cela à 4 aires socioculturelles. Ceci pour dire effectivement que nous n'avons pas choisi de vivre dans ce triangle. Mais nous y sommes et nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'y rester. Et les pères fondateurs, justement, ont eu cette vision. Vouloir faire de cette diversité socio-culturelle, linguistique, n'est-ce pas, un État où, bien que différents, les gens se retrouvent en frères et sœurs. J'ai souvent lu pour le libéralisme communautaire, et c'est très important. Le président de la République dit ceci: d'accord, chaque Camerounais doit connaître les us et coutumes de sa communauté, parce qu'en les connaissant, nécessairement, il connaîtra les autres. Parce que, pour dire la vérité, il n'y a pas une grande différence. Et ceci va donc permettre aux Camerounais de pouvoir vivre ensemble. Moi, je suis membre de du CNPBM, donc, comme on appelle généralement, la commission Moussongué. Et l'article premier qui définit le rôle de cette commission, qui a été créée, comme vous le savez, au lendemain des problèmes qu'il y a eu, n'est-ce pas, chez nos
frères du sud-ouest et du nord-ouest, et surtout du sud-ouest, en octobre-novembre 2016. Et dans son discours à la fin de l'année, le chef de l'État avait promis créer une structure qui allait l'aider, n'est-ce pas, à régler les problèmes soulevés lors des auditions qui ont été faites pour demander aux corporations qu'est-ce qu'elles voulaient exactement. Et la mission de cette commission, c'est laquelle? C'est de promouvoir, comme son nom le dit, le bilinguisme et le multiculturalisme. Or, le bilinguisme, c'est un héritage historique. Le Cameroun a subi plusieurs colonisations, je ne reviens plus là-dessus, mais deux ont prévalu, c'est-à-dire les Français et les Anglais. Et ils se sont partagés donc le butin de guerre arraché aux Allemands. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui le français et l'anglais. Voilà pourquoi nous avons deux langues officielles, le français et l'anglais. Et la Commission donc a pour objectif de promouvoir l'utilisation de ces deux langues officielles, le français et l'anglais, héritage colonial. Mais en même temps, elle a le devoir de promouvoir le multiculturalisme. Et le multiculturalisme, c'est quoi? C'est justement le fait que le Cameroun, dans ce triangle de 470 000 km², intègre des cultures d'une variété immense. Comment faire donc de cette diversité une unité telle que le président de la République et les pères fondateurs l'ont voulu? Voilà le challenge. À partir de la diversité... Nous y parvenons quand même. Alors, à faire vivre ensemble les diversités. Je crois que pour les Camerounais, il n'y a pas de problème. Nous avons, au niveau de la Commission, essayé d'étudier ces problèmes de conflits intercommunautaires, n'est-ce pas, de discours de haine, du vivre ensemble. Et nous avons constaté effectivement que le Camerounais moyen n'a pas de problème. Le Camerounais moyen vit en osmose avec tous les autres citoyens. Et nous avons malheureusement constaté que c'est les hommes politiques qui, à certains moments, et surtout au moment des élections, qui instrumentalisent l'opinion publique pour des fins électoralistes. Malheureusement, cela n'a pas d'impact sur la société. C'est le problème des élites, c'est le problème des administratifs qui veulent avoir des postes parce qu'ils sont de tel ou de tel. Professeur Aboya Menassé, vous partagez cela? Je retiens pour ma part que c'est le multipartisme qui apporte les divisions entre les Camerounais, les hommes politiques. Qui instrumentalisent surtout l'opinion publique, parce que le Camerounais vit en osmose avec tout citoyen venant d'autres. Moi, je suis aujourd'hui à la retraite, je suis devenu éleveur, et la plupart de ceux qui travaillent dans ma ferme, ce ne sont pas les natifs de chez moi. Et il n'y a aucun problème. Et ils sont là depuis des lustres. En ville, dans nos quartiers, qu'est-ce que nous observons? Nous observons que dans le même quartier, dans le même hameau, vous avez des populations issues de toutes les cultures, de toutes les diversités ethniques. Mais est-ce que vous avez jamais entendu que dans le quartier, il y a des guerres entre Boulou, Bassa, entre ceci? Pas du tout. Alors, d'où vient qu'au moment des élections, l'homme politique, pour se donner des voix, revient, n'est-ce pas, sur ce repli identitaire pour avoir des voix. Je dis malheureusement, ça ne porte pas de fruits. Le Camerounais moyen vit déjà dans le living together, vit déjà sans... Bon, les discours de haine, ça arrive, Jean, ça arrive. Nous sommes des citoyens, même dans les frères d'une même mère ont parfois des petits mots. Quand quelqu'un me dit je suis Chop Broken Pot, bon, je comprends ce que ça veut dire. Bon, quand je dis anglophone, je sais ce que ça... Mais ça reste là, mais l'essentiel n'est pas touché, c'est-à-dire l'unité du pays. Devons-nous donc dire la faute au multipartisme, la faute au parti politique, professeur Aboya Menassé? Je ne pense pas, et je ne pense pas que le professeur Ifambozo ait suggéré cette lecture, mais je pense que la question que vous soulevez est une question extrêmement importante, les acquis de l'unité. Il faut s'en tenir déjà même à la Constitution.
la Constitution du Cameroun, notamment à son article 5, fait du président de la République, il incarne l'unité nationale. Élu par la nation tout entière, nous dit la Constitution, il incarne l'unité nationale. Je pense qu'au-delà des commentaires, c'est un fait important pour la Constitution de relever l'importance de l'unité nationale dont elle confère la responsabilité au président de la République. Et c'est pour cela que dans les acquis justement de l'unité, le président de la République, fort de cette responsabilité, n'a pas lésiné sur les moyens diplomatiques, les moyens humains pour négocier le règlement pacifique du différend de Bakassi. Parce que la responsabilité constitutionnelle pesait sur sa tête, il devrait régler ce différend-là pour sauvegarder l'intégrité nationale du Cameroun, l'unité nationale du Cameroun. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi? Parce que le territoire est le cadre dans lequel s'exprime la nation, dans toutes ses composantes, dans toutes ses qualités, dans toutes ses projections. De la même manière, comme il est élu par la nation toute entière, il mobilise la nation contre toutes les velléités séparatistes pour perturber justement cette unité nationale. Parce que toujours la Constitution qui dit que le Cameroun est un et indivisible. Donc cela n'est pas négociable. Et dans son discours d'accession à la magistrature suprême, il a dit qu'il ne faillira point. C'est-à-dire qu'il fera tout pour pérenniser l'héritage des pères fondateurs. Au-delà de la Constitution, je pense que l'un des acquis de l'unité nationale, c'est la vision politique qu'il faut adosser justement au cadre constitutionnel. Et c'est pour cela que le président de la République, depuis qu'il a pris le pouvoir, dans ses premiers discours, disait que chaque Camerounais doit se sentir à l'aise partout où il se trouve. C'est-à-dire qu'il était soucieux déjà dès sa prise de fonction du brassage de population. Et c'est un acquis qu'on ne peut pas remettre en cause aujourd'hui, puisque nous le vivons. Le professeur Efraim l'a dit avec ses mots, il a dit avec son cœur, mais c'est une réalité. Le brassage des populations est une réalité incontournable. La libre circulation des biens et des personnes est une réalité. Et il a mis ça en œuvre comment? Le Cameroun est l'un des rares pays qui met en place le développement équilibré de tout le pays. Une grande ville à l'extrême nord, une grande ville au nord, une grande ville dans la Damaoua. Mais quand vous allez dans les autres pays en Afrique de l'Ouest, vous n'avez que la capitale. Au Cameroun, il y a un développement équilibré de toutes les parties du Cameroun. Chacune aujourd'hui a une université, chacune aujourd'hui a un conseil régional. Ça veut dire quoi? Il est soucieux de l'harmonie du pays. Parce qu'il tient compte aussi des équilibres ethno-régionaux, même dans la formation des gouvernements. Ça, c'est pour dédramatiser justement la peur des uns et des autres de ne pas se sentir concernés par une unité qui est construite sans eux. Donc c'est sa politique. L'équilibre régional, sa fameuse obsession pour l'intérêt général est un aspect extrêmement important parce que si nous ne tenons pas compte de l'intérêt général, c'est la catastrophe. Si les uns et les autres ne se retrouvent pas dans ce qui est fait en leur faveur, c'est la catastrophe. Okay. Et c'est pour cela que vous avez vu la magistrale démonstration de la magistrate. Elle a fait une démonstration magistrale, comme à son habitude, dans son éloquence. Il a mobilisé les lois sur les libertés et il a mobilisé également les institutions pour encadrer justement l'exercice de ces libertés. Et c'est pour cela que dans les acquis de l'unité, il veille justement à lutter contre ce clanisme, ce régionalisme qui s'exprime par les irrédentismes au niveau de la parole, la haine, les discours de haine qui ont été
pénaliser parce qu'on a modifié la loi de code pénal. Le code pénal, l'article 241 du code pénal. C'est pour éviter justement que les dérives ne puissent entraver ces acquis que nous consolidons, dans lesquels nous vivons tous les jours pour l'intérêt de tous et pour l'équilibre du Cameroun. Yes, madam, you are a legal mind and you are aware of the problems that OHADA posed. And the president, because we are looking at the gains of national unity here, the president, while he was trying to fix everywhere, he fixed that issue. How was it viewed amongst you legal minds, the translation of the OHADA laws? Yes. I think even before I narrow it down to the perception of magistrates, firstly, as a citizen, I know it's a wide debate understanding the concept. Let me start from a conceptual understanding of national unity. It's certain that the option of any governance or a national system is a decision of the people. But I begin to wonder at what point there has been a decision for a non-national unity. When we looked at a historical evolution from our forefathers through at least most of us here, at no moment do I see an option I would call a national option that was against national unity. I nonetheless recognize that there could be a capture in a democratic process for people who want to introduce that, but that does not make it a national option. We have gone through constitutional debates. We've gone through constitutional adoptions. We have gone through several processes that have been putting the nation on the path of national unity, integration, because these constitute key determinants in any democratic system and a development process. Where there is no unity, definitely there can be no development. So I rather would not derail the national thinking that, you know, there is an option that Cameroonians don't want unity. Practically has been stated. I have seen vox pops in all the regions, how the people live. Those who have gone, it's not an issue of Northwest, Southwest. It's an issue of the North, the South, the East. You see all the people from different ethno-cultural backgrounds settled, carrying out their businesses. What you have as conflicts, to me, are incidences. And if you look fundamentally, they deal with people and their differences, but not as a national issue. Therefore, if you take the head of state's vision and what he has had as achievements from a legal system, definitely there have been challenges. And you would recognize... Maybe we'll talk about challenges later on. I mean in terms of the achievements and how he has overcome them is an achievement. We recognize that there were claims for a more inclusive process with a balance of English and French, common law, civil law. A lot of that achievement has been put in place. Today, if you look at the various harmonization instruments, there is an absolute balance. You talked of the OHADA laws. The OHADA laws have to do with, you know, the option for a regional, you know, a harmonization that goes beyond those boundaries which you talked about. The head of state definitely, as part of the sub-region, has taken us to an international level because we are moving away from, you know, government-centered economy to a market system that is competitive. And you cannot remain within your national boundaries. You need to be able to deal with other countries. And so the OHADA laws
was a must. But of course, today, there is an internalization, it's been translated, and every effort was made to ensure that the common law system jurists were involved in the process. Even if there were challenges, those have been overcome, and that law is today internalized in the Northwest and Southwest courts. Okay. Those are the kind of achievements we're talking about. Yes, Mr. Senator, you do realize, as we are talking about national unity, that President Paul Biya from 1982 created many more schools. He made access more possible for schools and hospitals, dispensary all over the country. In fact, some say there's a primary school nowadays in every village. Yes, sir. Those are the gains of national unity. But let us look at the foundation from where the head of state planted the evolution that followed his coming into office in 1982. Based on his document, his booklet, Communal Liberalism, it focused on concepts that are related to the issues of national unity that we are talking about today, and now projects the nation as a nation on stage. In that way, you can talk about the primary schools you are making mention of, the secondary schools that are littered everywhere, over 500 universities, and so on. You can go on and on. But communal liberalism centers on concepts that are related to national unity, democracy, economy, social welfare, culture, and the image that we present to the rest of Africa and the world at large. He did not end there. He had promised that his wish was that he be remembered as the man who brought democracy to this country. One of his gains. And so he went forward to plant institutions that had to accompany our journey through this democratic process. Today, we can talk about regional councils. We can talk about the Senate. We can talk about the Constitutional Council. It is true we had a constitution that made mention of all of this, but let us accept that the courage to plant these institutions, to get them functioning, to allow others to participate in the decision-making process of our country and participate in national development has to be credited to the one man we call our leader, our president, the head of state, and president of the republic. In that way, as you said, development cannot be possible without structural adjustments and institutions that have to accompany the decisions of the leader. If I am talking here today, I am a beneficiary of the democratic options of the one man we are called upon to see and follow, accompany as the president of the republic and head of state. And so, Mutale, we have been looking at how national unity fosters a sense of purpose and belonging. It is high time, as a nation, as a people, we should rally behind the head of state and believe and understand that he is a president who is under oath to preserve, protect the territorial integrity of our country. All this noise about challenges that are coming from English-speaking Cameroonians, they are gradually coming to terms with realities, because all of what was imposed on them did not find fertile grounds in all of their communities, and reality is staring on their faces. We may still have pockets of resistance, but the wisdom of the head of state has prevailed in that Cameroonians should underscore the relevance of living together,
keeping Cameroon one and indivisible, and accompany the rest of the world in standing up as a nation and addressing our own challenges. Let him be credited. Despite the challenges, the best test of a leader is known in moments of challenges and not on his rooms of comfort. And that is what Biya represents, the head of state, as head of state. And that is why I and those who look up to me will be guided to render service with him and accompany him in ensuring that the nation remains on stage. Je voudrais attirer votre attention sur une critique qui a cours au sujet de la politique d'équilibre régional. Comment concilier cette politique d'équilibre régional et le principe auquel tout le monde adhère, le principe de méritocratie? Je pose la question à qui veut y répondre. Hein? Oui, allez-y. Je pense que la politique d'équilibre régional, elle est quasiment incontournable dans un contexte de diversité comme le Cameroun. Je pense que le souci du président de la République a toujours été de faire participer tout le monde au processus de construction de l'État du Cameroun. Nous sommes dans un stade de pédagogie, de socialisation à l'unité, au point où le président de la République est obligé de faire attention aux équilibres ethno-régionaux pour éviter l'isolement des différentes régions au processus de construction du Cameroun. Et même politiquement, le président a mis à côté de l'équilibre ethno-régional la démocratie apaisée. La démocratie apaisée lui a permis de faire participer à la construction du Cameroun les partis qui ont même perdu les élections. Parce qu'il tend la main pour que les uns et les autres comprennent que la grande chose à mettre en évidence, c'est construire ensemble le Cameroun et non construire le Cameroun avec une minorité. Voilà la logique de l'équilibre régional qui maintient le Cameroun intact et permet aux différents coins du Cameroun de se sentir concernés quand on parle du Cameroun. Et c'est pour cela que les Camerounais lui rendent pareil. Parce que quand ils se réapproprient ce concept, ils ne sont plus dans l'équilibre ethno-régional. Ils qualifient le Cameroun de continent. Le continent veut dire qu'ils s'y retrouvent dans la cohésion qui leur permet de suivre la grande marche qui est cadencée par le président de la République, qui fixe le cap et pour lequel les uns et les autres se sentent concernés par ce Cameroun-là. Il n'y a pas de Cameroun sans équilibre régional. La méritocratie est une très bonne chose, mais la méritocratie régionale est quelque chose qui consolide même cet équilibre régional. C'est-à-dire qu'on prend les meilleurs dans chaque région et ils participent méritocratiquement dans la construction du Cameroun. Yes, but Professor, maybe you may want to talk about it. This decentralization that the president brought, and it's taking care of this regional balance, isn't it? Oui, je crois que effectivement, je voudrais revenir d'abord sur l'équilibre régional pour dire tout simplement que dans cette diversité que constitue, n'est-ce pas, le Cameroun, on ne peut pas avoir de paix, on ne peut pas avoir d'harmonie sans cet équilibre régional. Quant à la méritocratie, je dirais tout simplement qu'elle existe partout. Dans toutes les régions, vous trouverez des gens qui méritent, n'est-ce pas, d'être promus. Et je crois que c'est ce que le chef de l'État fait en essayant, n'est-ce pas, de prendre dans chaque région ce qu'il y a de meilleur, n'est-ce pas, pour diriger ce pays. Maintenant, s'agissant de la décentralisation, qui est une étape nouvelle également, justement, dans le cadre de l'atteinte de l'émergence promise pour l'année 2035, la décentralisation vient justement montrer que le souci que le chef de l'État a de la base est important. Parce que nous avons eu
souvent des initiatives, des décisions qui sont prises au sommet et qui intéressent malheureusement les gens de la base. Et ces décisions, parfois, ne collent pas à la réalité du terrain. En décentralisant donc le territoire, nous aboutissons à ceci, à savoir que les initiatives de développement sont prises par la base. C'est le rôle, n'est-ce pas, des communes, c'est le rôle des régions aujourd'hui, qui sont là justement pour requérir les problèmes de la base et les transmettre, n'est-ce pas, à la hiérarchie pour que la hiérarchie puisse donc voir dans quelle mesure elle peut transférer les compétences qui jusque-là étaient détenues, n'est-ce pas, par le centre vers la périphérie. Et ceci est très important parce que on constate effectivement que beaucoup de projets qui étaient bâtis, moi j'ai eu la chance de connaître les plans quinquennaux, j'ai eu la chance de connaître, et on a souvent remarqué qu'il y avait des projets qui ne tenaient pas compte des réalités du terrain. Et maintenant, l'effort à faire, c'est aux communes, c'est aux régions de pouvoir recenser justement les besoins des populations locales pour les transmettre à la hiérarchie afin que cette hiérarchie puisse donc mettre les moyens qu'il faut et qu'elle a d'ailleurs déjà mis en place dans le cadre, n'est-ce pas, des transferts de compétences. Mais ce que les gens disent très souvent, c'est que ce transfert de compétences ne suit pas le rythme qu'il faut. Et c'est normal, le centre n'est pas prêt à se débarrasser, n'est-ce pas, de ce qu'il gérait jusque-là. C'est une question de temps et de plus en plus, ces transferts de compétences s'effectuent et de plus en plus, on voit donc que les collectivités territoriales décentralisées sur place prennent des initiatives qui, j'allais dire, satisfassent, n'est-ce pas, les intérêts des communautés locales. Voilà ce que je peux dire par rapport à la décentralisation. Yes, Senator, yeah, you used to be a mayor of Buea, and you probably experienced a bit of decentralization before you left. Oh yes, you should be reminded that... How is it changing lives? You should be reminded that the Buea where I come from was the capital city of the defunct southern Cameroon, and has been the capital city of this heritage that we have been talking about, German Cameroon. And these are colonialists who had the concept of decentralization as a topical approach to community development. The head of state saw the need for it. He, like the learned professor said, it came about recently. But check the words of the head of state. Fast-tracking decentralization. It meant that we needed to go at a rate at which to catch up with where the rest of the world is going to. It is for the actors to actualize this vision of the head of state. I take an example. The head of state brought in, it did not come from Anglophones or English-speaking Cameroonians, the special status. He hands it over to you. Make it special. You are crying. Oh, what is the special status? What is special in the special status? It is there. It is for you, the actors, to make it special. And I can assure you, sir, decentralization comes with a lot of benefits, a lot of development. And so much has moved from central government to local governments. And recently, so much money has been poured into the decentralization fund. We can look at what the learned professor said, that it is coming of recent. We must also learn to be accountable, and our citizens must be able to hold elected officials to account. I am a representative of regional and local councils, but I can afford to tell you the loopholes that have been witnessed in the earlier part of this power surrender to local and regional councils.
they have to live up to expectations. Yes, and at this point, before we quit this segment, I just want to find out, during this same period of national unity that we're talking about, the Cameroon had this credibility around the world. We had Philemon Yang recently as president of the 79th session over there at the UN in New York. Yes, actually, you know, one of the areas which I would say I have experienced, and I'm sure a lot of you, on the importance of that feeling of national unity is when you're abroad. In fact, the minute you get to a foreign land, I'm not so much a footballer or football fan, but when I go international, I suddenly become a football fan, and I'm proud as a Cameroonian of our achievements in football. And honestly, in all those international meetings, there is that you discover that Cameroon has a recognition as an important actor in the international scene. Why? Because the head of state has placed Cameroon there through the ratification, as I've always said, a plethora of those international agreements that give us recognition as a partner that is aligned and compliant with its international commitments. Of course, like you've said, if we didn't have that recognition, you would not find Cameroon today cheering at the level of the United Nations General Assembly. That's the kind of image the head of state has given to Cameroon, and which makes us proud. When we go there, that issue of I suddenly become a northerner, you are proud to belong. And I think that's the kind of feeling which we can internalize, you know, back home in Cameroon. I was going to say something about, to contribute to the discussion on decentralization. That decentralization comes about as, you know, a response to a key democratic principle of participation. Because people want to participate in decision-making processes. And the more you take it to a local level, the more you give them the powers, the opportunity to be engaged. Honestly, this is a major achievement, the putting in place, the establishing of the regional councils. And I agree with the senator. Whose responsibility is it? It's our responsibility. What the head of state has given is the opportunity. So there's a huge expectation from the public to see those regional councils deliver on the mandate given to them. Okay, thank you very much. As we begin the second, or rather the third segment of the program on the challenges of national unity, would render our conversation more concrete with this report by my colleague. With more than 250 ethnic groups and a rich cultural diversity, Cameroon, after 65 years of independence, is still confronted by numerous challenges in maintaining its unity and consolidating its national cohesion. With its religious pluralism, multiculturalism, and human diversity, the Cameroon identity, although enviable, requires to be consolidated. Here's Ngura Abdul Kadir with an analysis on the challenges of national unity. Nombreux sont les acquis de l'unité nationale au Cameroun, les défis à relever sont tout aussi nombreux. Les politiques publiques sont mises en œuvre pour adresser chaque problématique, selon l'esprit et la lettre de la doctrine politique contenue dans, pour le libéralisme communautaire, une pensée dynamique à la mesure des temps présents.
Le président de la République, Paul Biya, y décortique chaque situation de conflit, latente ou réelle, et indique les voies de sortie. Il appelle les Camerounais à ne pas laisser les identités régionales prendre le pas sur l'identité nationale. Le sectarisme et le repli identitaire préjudiciable au vivre ensemble sont à éradiquer, tranche-t-il. Le vivre ensemble, cet autre idéal encore fragile mais réel, doit être la perle autour de laquelle le Cameroun tisse sa toile pour en faire de sa marque de fabrique, en tirant avantage de ces 250 ethnies et plus qui sont établies. Ce faisant, le vivre ensemble s'en trouvera consolidé par la promotion des valeurs d'ouverture propres à toutes les cultures positives. Il s'agit de nationaliser les originalités culturelles du pays, par exemple ses musiques, ses danses, ses mœurs. D'où la création de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, bras séculier de la politique d'inclusion sociale prônée par le chef de l'État. S'il est important de souligner que la marche vers l'unité demeure un combat permanent, une lutte de tous les instants contre les réflexes tribaux, il n'en demeure pas moins vrai que l'héritage colonial, le système éducatif, sans oublier la diversité humaine, géographique et les multiples religions, peuvent être des facteurs de division, mais en apparence seulement. Un style de vie nouveau s'impose alors dans les lieux de formation pour une éducation qui exclut toute forme de discrimination. Nos églises, nos temples et nos mosquées, symboles de la diversité religieuse, doivent servir de lieux sacrés d'appel à la solidarité et œuvrer pour le salut national. Des inégalités encore observées ça et là, ces fractures sociales constituent encore des pesanteurs non négligeables pour la cohésion nationale. La réponse du président Paul Biya consiste en la mise en œuvre d'une politique de redistribution des richesses et de diversification de l'économie afin de faire de la diversité camerounaise une richesse, un levier pour l'émergence du pays. Nous prenons le dernier tournant de ce programme. Comment préserver les acquis de l'unité nationale? Que sont, nous les avons énumérés depuis le début de cette émission, la paix, le fonctionnement et la stabilité des institutions, la démocratie, la crédibilité du Cameroun à l'international, face aux menaces que représentent les impulsions sécessionnistes, le repli identitaire, le ralentissement du développement, etc., etc. En somme, comment conjuguer les efforts pour capitaliser les dynamiques de progrès et conjurer les forces en centrifuge. C'est toute la trame, Madame, Messieurs, de cette dernière partie de Face à la République Super CTV. Qui veut gagner les millions prend également la parole en premier. Qui veut gagner les millions sur cette table? Je suis tout le monde veut gagner les millions. Le doyen, à vous. Non, moi je voudrais, par rapport à cette étape de notre débat, parler de ce qui m'intéresse le plus en tant que membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. On a suffisamment débattu du bilinguisme. Je voudrais parler maintenant du multiculturalisme et je remercie, n'est-ce pas, l'intervenant de tout à l'heure parce qu'il a fait une très bonne présentation de ce que je voulais dire justement sur ce multiculturalisme. De par l'histoire, le Cameroun, qui est ce confluent, n'est-ce pas, des grandes odyssées migratoires africaines, se retrouve avec une diversité de cultures, une diversité de langues, une diversité d'ethnies. Et c'est ce qui a fait dire aux gens, aux uns aux autres, que le Cameroun est une Afrique en miniature. Et aujourd'hui, on parle de continent. Je voudrais, en ce qui me concerne par rapport au débat qui nous intéresse, dire que quand je regarde l'action du chef de l'État par rapport justement à ce multiculturalisme, contrairement aux langues officielles où il existe déjà une loi, nous sommes en train de réfléchir également sur une loi sur le multiculturalisme au niveau de la Commission. Et c'est très important, comme je le disais tantôt, parce qu'effectivement, le souci, la vision du chef de l'État, c'est comment concilier la diversité culturelle qui est la nôtre à sa vision, n'est-ce pas, d'unité nationale. Comment préserver la diversité face à l'unité nationale. Comme je l'ai dit au début de cette émission,
quand vous parcourez le livre du chef de l'État pour le libéralisme communautaire, il a abordé ce problème, je crois, au chapitre 6. Et le chef de l'État conseille aux Camerounais d'apprendre les us et coutumes de leur culture. C'est une très bonne chose. Et en apprenant les us et coutumes de leur culture, ils apprennent ipso facto ce qui se fait à côté, c'est-à-dire c'est le voisin. Parce qu'en fait, il n'y a pas de très grande différence qui existe. Et le chef de l'État voudrait donc qu'on aboutisse à ce qu'il appelle l'identité nationale camerounaise. C'est-à-dire qu'on va prendre dans chacune de ces cultures ce qu'il y a de meilleur, comme ce bouquet de fleurs, où on prend des essences de fleurs d'origine diverses, mais qui sont bien agencées. Et bien agencées, on parle d'un joli bouquet de fleurs parce qu'il représente l'harmonie. Et le chef de l'État voudrait justement que notre identité nationale camerounaise soit comme ce bouquet de fleurs, où nous prenons ce qu'il y a d'excellent, ce qu'il y a de meilleur dans les diverses cultures camerounaises pour mettre ensemble, et c'est ça qui fera donc l'identité culturelle. On ne parlera plus de l'identité culturelle de telle communauté ou de telle autre. Voilà la vision du chef de l'État. Belle vision. Belle vision, mais est-ce que il faut la classe politique camerounaise adhère à cette belle vision? Vous savez, la quête, comme je l'ai toujours dit, la quête vers l'unité nationale est une quête permanente, quotidienne. Et même une conquête. Jean, on n'aboutirait pas à l'unité nationale, c'est une vision, c'est un rêve, n'est-ce pas? Un idéal vers lequel on tend. Mais ceci permet quand même de mettre en quelques structures pour aboutir justement, pour marcher vers cette unité nationale. Et il y a entre autres donc le vivre ensemble. Je l'ai dit aussi au début, nous n'avons pas fait de choix pour naître dans notre pays, mais nous y sommes, nous sommes obligés, nous vivons comme le politologue l'a dit, nous sommes obligés de vivre dans ce triangle. Et en acceptant de vivre dans ce triangle, ça veut dire que nous acceptons également de côtoyer des Camerounais, des concitoyens qui ne sont pas de même culture, qui ne parlent pas la même langue, qui ne sont pas de même religion que nous. Donc, je crois que nous avons là un effort à faire, et le chef de l'État, justement, dans son livre pour le libéralisme communautaire, insiste justement sur ce passage de l'identité culturelle ethnique vers l'identité culturelle camerounaise, qui sera donc ce bouquet de fleurs avec des essences diverses, mais agencé de façon harmonieuse, sera une beauté, n'est-ce pas, à regarder. Et je crois que je peux me limiter dans un premier temps sur cet aspect du multiculturalisme qui nécessite évidemment qu'on favorise le vivre ensemble, qui nécessite qu'on lutte contre le discours de haine ou la xénophobie, ainsi de suite. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ces challenges, n'est-ce pas, qui nous attendent. Yes, madam. We are now talking about the challenges to national unity that President Paul Biya has experienced in 4 decades. What actually comes to mind when we talk about challenges to his rule? Yes, definitely we are looking at a vision towards attaining a specific goal, the head of state's vision, be it in the economic sector or whichever. And within that process, we know today that the major challenges come from issues of peace, security, poverty, quite a number of challenges on that pathway which hamper attaining the vision, and especially his vision cast for 2035. I state so because that's clearly spelled out, the head of state's vision for development, which seems to be a major challenge in the country.
Now, within that vision, what I consider attaining that goal is an issue of, I had mentioned it, whose responsibility? And I think this is a big issue we have. There is a tendency of shifting responsibilities rather than assuming responsibilities. A global trend today is based on development that is driven by a whole of society approach. What does that mean? It implies that everybody should position themselves within that vision and assume responsibility towards overcoming those challenges to attain the goal. And I think that's a big issue in Cameroon today. Of course, several fingers the head of state ought to, yet today we see the opportunities that he has already given. It is the government actors or the senators that ought to. What we're advocating for is an internal, evaluation and assuming of the responsibility to bring about the change. From a very, what I would say, a local, I'm very involved in a lot of community and local work, especially with women, local communities, to overcome the challenges of the conflicts I have. And what I have discovered is that a community-driven approach can bring enormous benefits in overcoming the challenges. For example, I want to take the legal system. We have challenges, the security system. If you don't engage with the communities who have the knowledge, who know what is happening, we cannot overcome that. So there is a strong need for the communities to assume the responsibility, get engaged, work in partnership with government for us to overcome the challenges we face today. Yes, Mr. Senator, you do realize that some of these challenges, President Paul Biya could not do anything about them, like the meltdown, the economic meltdown, the crisis, economic crisis in the 80s. It was the fall of these oil prices, wasn't it? And corruption too. He could not do anything about it. Yes, but he punished them. I beg to differ with you. President Paul Biya has shown leadership in the face of all these challenges. Unlike others around the world, we can see what is happening in big, great America today. There are challenges to policies and institutions, and it is like the American empire is crumbling. The Chinese are abandoning long-standing traditions and opening up because they face challenges. The British are pulling out of the European Union. His Excellency Paul Biya stood up to address the challenges. The economic crisis came, it did not break us down. It was a global challenge. He sorted out Cameroon and rallied his countrymen together to address the challenge. We have been facing security challenges. He has applied solutions with a human touch. He has a military that in other areas could wipe out completely particular communities that have been troublesome communities. But he has managed that with a military-friendly approach. Today, we are gradually getting out of these problems. We see construction works going on in what is called red zones. Roads are constructed today in Tundian Division, Lebialem Division. Construction works are going on. You go to the ring road, Kupe Maningoba, the ring road in the northwest. A few days ago, you saw the Prime Minister in the extreme north, which used to be a dreaded region. The crowds that accompanied the Prime Minister were not losers' crowds, they were winners' crowds. These are signs of Cameroon on
stage, the nation on stage. We are presenting leadership in the United Nations. We are presenting leadership in the arena of football. Football actors are at the forefront of big teams around the world. Our Football Federation president is winning in the Confederation, the African Football Federation. We are everywhere. We must harness these gains and cause our nation to remain on top. While the challenges are there, we should also admit that the absolute worth of a leader is measured on where he stands in moments of challenges and trials, and not those who surrender. His Excellency, the President of the Republic, Head of State, Paul Biya, has never been a quitter. He has been firm, resolute, and outstanding in the face of challenges. Let us accompany him. Let us address ourselves to the realities. And I want to thank you for bringing out this clearly. It is going to be a reminder. It is going to be a lesson for all of us. And for those of us elected officials, we have to take it to our electorate and showcase all of these gains that are associated to his leadership in moments of trials. And just a bit, Jean, this is what President Paul Biya said regarding what would have been a challenge in communal liberalism in his book. Faced with the internal aggression of our country by separatist terrorism, I've chosen to preserve the nation by implementing a policy of dialogue, collective discussions, and pardon that I have granted to ex-combatants. Yes. The creation of the DDR centers. Yes. Many of them have been absorbed in these centers. I have a testimony of how many of them. I brought out girls from the bushes, negotiated with villagers and pulled them out, got them out, confronted terrorists. Many of them are working in parastatals, have been absorbed in government services, and they are rebuilding their lives, and they have become an example to the public administration, and our gallant military boys should be credited that they have rallied behind the head of state in ensuring that our nation does not break. So it is a nation on stage. Let us move on. Si vous permettez, je voudrais acheter la belle image du bouquet de fleurs tout à l'heure présenté par le professeur Samuel Efom-Bozor pour représenter la vision du chef d'État en rapport avec la promotion du multiculturalisme au Cameroun. Je transporte cette image au boulevard du 20 mai. Vous avez déjà eu à prendre part au défilé le 20 mai au boulevard du même nom. Alors que vous renvoie la belle image du défilé des forces de défense et de sécurité qui est précédé par un autre défilé aussi grandiose, le défilé des établissements scolaires universitaires, le défilé des partis politiques. C'est rarement que l'on voit à l'occasion d'une fête nationale les militaires en synergie avec les civils. Professeur Aboya. Mais naturellement, c'est la mise en scène de toutes les composantes, de toutes les forces vives de la nation qui sont célébrées, qui sont associées dans la célébration de l'unité nationale. Parce que dans la conception de l'unité nationale, dans la pédagogie de l'unité nationale, il s'agit d'associer les Camerounais à l'idée qu'ils sont partie prenante au souci de faire du Cameroun une grande nation aux yeux du monde. Et je pense que le président de la République a réussi à bâtir cet aspect de choses en inculquant un mental de fer aux Camerounais, qui sont dans la résilience et qui ne peuvent plus être perturbés par quoi que ce soit. Et c'est pour cela que quand vous voyez les Camerounais exceller à l'étranger, ils ont un potentiel d'énergie, de fierté qui fait que le drapeau du Cameroun leur tient à cœur. Regardez Joel Embiid,
quand il gagne le championnat de la NBA, il a le drapeau du Cameroun. Quand Ngannou gagne son combat, il a le drapeau du Cameroun. Donc, nous avons réussi à avoir des têtes d'affiche dans toutes les disciplines. Même dernièrement en mathématiques, on a vu un Camerounais avec le drapeau du Cameroun et il clame haut et fort qu'il ne changera jamais de nationalité. Ça, le président a réussi à faire du Cameroun un pays fier qui défend le drapeau du Cameroun un peu partout. Et naturellement, à l'intérieur du Cameroun, son souci de faire, excusez-moi l'expression, de mettre en place un concept d'État-famille. Un État où tout le monde se retrouve, un État où tout le monde est solidaire, tout le monde est frère et tout le monde veut vivre ensemble. L'État-famille est une sorte de vision qu'il veut mettre en place, d'où son obsession pour l'unité nationale qui est quasiment comme son cheval de tous les instants. Et moi je pense que c'est ce que nous vivons souvent le 20 mai lors de la grande parade, qui est en réalité une sorte d'éclosion de la nation camerounaise dans toutes ses diversités, dans tout ce qu'elle sait faire, de manière à magnifier, à célébrer le président de l'unité nationale en compagnie de celui qui l'incarne de par la Constitution et de par la vision politique de tous les instants. Professeur Samuel Efambozo, vous avez pris part à moult défilés sur ce boulevard du 20 mai. Vos souvenirs les plus robustes, pouvez-vous les partager avec nous? Ils sont nombreux les souvenirs. Chaque 20 mai est un numéro spécial, unique. On ne peut pas dire qu'on n'est pas content d'avoir assisté à ce défilé. Je voudrais, profitant de l'occasion, puisqu'on parle du boulevard du 20 mai, dire quelque chose sur l'historique de ce boulevard. Parce que beaucoup de gens m'ont posé la question, pourquoi ce boulevard? Alors je les renvoie d'abord à l'histoire. Je leur dis, est-ce que vous connaissez la place de l'indépendance du Cameroun? Vous connaissez? Question conne. Non, c'est très facile. Face à la CNPS, c'est là où il y a eu la déclaration de l'indépendance du Cameroun le 1er janvier 1960. Après, il y a eu la réunification. Ce n'était plus le seul Cameroun indépendant, c'était les deux Camerouns réunis. On ne pouvait donc plus conserver cette place pour les manifestations officielles. Il a fallu créer donc un espace nouveau. Vous connaissez le boulevard de la réunification? Ngouaekele. Et vous avez au bout, de notre époque 1961. Voilà, et vous avez au bout donc le monument de la réunification. Alors, 20 mai arrive. Faut-il continuer à fêter le 20 mai à la place de la réunification que nenni? On décide donc de créer un boulevard. Et c'est le boulevard du 20 mai, là où nous sommes, où se trouvait l'ancienne gare ferroviaire de Yaoundé, pour ceux qui sont nés hier, qui ne savent pas. C'est là où on trouvait l'ancienne gare ferroviaire de Yaoundé, c'est-à-dire quand vous veniez de Douala, c'est là que vous alliez descendre. Donc on a aménagé cet espace uniquement pour que le 20 mai également ait une structure propre à lui. Et voilà pourquoi nous avons le boulevard du 20 mai. Et on trouve, n'est-ce pas, aujourd'hui beaucoup de banques qui prennent place. Voilà, le boulevard du 20 mai n'est pas un hasard. Il a été créé ex nihilo justement pour fêter l'événement de l'unification de l'État unitaire en 1972. Que suscite en vous la synergie armée-nation qui fait florès aujourd'hui? Oui, c'est spécial parce que généralement, on constate que lors des fêtes nationales, c'est les armées, bon ça c'est un héritage aussi napoléonien qu'on a, c'est les militaires qui défilent, qui occupent, n'est-ce pas, les devants, mais au Cameroun aujourd'hui, on a quand même essayé de diluer cela. Certes, il faut que le Camerounais soit rassuré, n'est-ce pas, de l'état de son armée, et c'est pour ça que lors de la fête nationale, l'armée défile dans toutes ses composantes.
ça doit rassurer le peuple que si demain le pays est attaqué, on a des éléments pour pouvoir faire face. Et maintenant, au Cameroun, on a ajouté dans la touche camerounaise qui consiste à y associer, n'est-ce pas, les civils. Non seulement les associations politiques, mais également les associations communautaires, les associations sportives. On y associe également l'avenir du pays, c'est-à-dire donc la jeunesse. C'est-à-dire les enfants dès le primaire jusqu'à l'université, en passant par les écoles professionnelles. Voilà un peu la symbolique, n'est-ce pas, de ce mixage entre le civil et l'armée. C'est vraiment la mystique de l'unité. Ça se passe partout ailleurs au Cameroun, dans tous les chefs-lieux de régions et de départements. Je parle à un homme averti comme vous. Vous êtes sénateur, homme du peuple. Yes, before I come to that, we must be able to realize the concerns of the head of state as far as the learned professor had said before. His approach to the development of the country is balanced in all the regions. But before I do so, let me remind you that it is the same for the Southwest, the same for the North. And you look at these places of celebrations, they carry a symbolic architectural view which reflects the unity and living together of this country. Now, we forgot one thing. The youth of our country are the future of this country. Let us think of how the head of state referred to them in previous end of the year messages and New Year messages in the area that is dominating the world today, artificial intelligence. He brought out and predicted the relevance of the Silicon Mountain in Boya to the development of our country. Startups today, jobs creation, youth empowerment has taken the foregrounds in our march towards development and having Cameroon and the nation on stage. So we shall come back to this in the next editions. Merci beaucoup. Madame, le mot de la fin vous revient. And maybe to talk about the way forward, you can conclude that. Excellent. Well, definitely you wanted us to look at the tapestry of what that celebration on the 20th May Avenue looks like. You see the diversity in colors, everybody has something unique, different. They want to bring on board, and that reflects the manner in which the head of state wants our diversity in perspectives to be brought in unity for the development of the nation. And that's what we celebrate. And that's what I see. And I think this whole discussion on this platform has given a better understanding on the major achievements that the head of state has been able to lead this country in, and which provide the fundamental pillars on which we can build to move forward. We have every reason. The celebration comes next year. There are several reasons why we need to celebrate. But while celebrating, we should be conscious that we still need to move forward. And again, I emphasize we have the responsibility to align behind the head of state, his vision, build, capitalize on these achievements to move forward with a united, integrated Cameroon that respects its diversity and the values which this diversity and even perspectives can bring in the development process. Yes, Professor, what's your last word? What's the future of national unity? Alors, c'est une perspective très intéressante et c'est pour cela que la jeunesse est associée
aux festivités. Parce que la jeunesse est censée se réapproprier de cet précieux héritage, de cet héritage délicat, pour continuer à parachever cette unité nationale, parce que l'unité nationale est un acquis qu'il faut préserver, autant il est précieux, autant il est fragile. Et c'est pour cela qu'il y a une pédagogie qui va patiemment se mettre en place pour que les uns et les autres se réapproprient cet acquis comme un acquis sans lequel le Cameroun ne peut pas exister, du moins au stade où il est rendu aujourd'hui. Et c'est pour cela que le Cameroun est un bien précieux pour chacun d'entre nous. Et cet acquis-là, la jeunesse est invitée à se le réapproprier pour le pérenniser, pour à son tour le transmettre à ceux qui viendront après eux. Et naturellement, c'est pour cela que la jeunesse est la grande invitée des festivités au boulevard du 20 mai, pour montrer son visage et pour se réapproprier les grandes thématiques qui fondent les valeurs républicaines du Cameroun. On le voit sur leurs pancartes et ça leur parle tous les jours, ça les enseigne, ça les aide à comprendre d'où le Cameroun vient et d'où il veut arriver. Yes, Prof, your last few words. Ce que je pourrais dire comme mot de fin, c'est tout simplement dire que le paradigme phare du Cameroun que constitue, n'est-ce pas, l'unité nationale, devrait reposer sur un certain nombre de piliers. Et entre autres, le vivre ensemble. J'insiste seulement sur le vivre ensemble. Or, chers amis, pour vivre ensemble, il y a un certain nombre de conditions exigées. Et vivre ensemble, ça veut dire éduquer nos enfants sur le respect et la tolérance de la différence avec l'autre. Et cela doit commencer à la maison, en famille, chez les parents. Rien ne vaut l'éducation. Tant qu'il n'y aura pas cette éducation, l'unité nationale ne pourra pas se réaliser comme nous voulons. Donc, respect et tolérance. Ensuite, il faudrait penser à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. C'est très important. L'unité nationale peut être mise à rude épreuve si les conditions de vie des citoyens camerounais ne sont pas les meilleures. Ensuite, il y a, pour les jeunes, j'insiste toujours, l'égal accès à l'emploi. C'est très important. L'égal accès à l'emploi, l'éducation de la santé pour tous, parce qu'aujourd'hui, dans nos villages, les gens meurent parce qu'ils n'ont même pas de quoi s'acheter une pilule de paracétamol. Il faut également, pour que l'unité nationale soit préservée, penser à une répartition équitable, n'est-ce pas, des revenus de la nation. Il faut que tout le monde en profite. Il faut éduquer nos enfants de telle manière qu'ils sachent que le Cameroun, c'est leur patrie. Donc, éveiller chez nos enfants le sens du patriotisme. C'est très important. Je l'ai dit au début, nous n'avons pas choisi, personne ne choisit de naître là où il naît. Mais à partir du moment où vous y êtes, il faut l'accepter, il faut l'assumer et il faut l'aimer. Donc, il faut aimer le Cameroun. Et ça, c'est très important. Et enfin, cela s'adresse toujours à la jeunesse. Le culte de l'effort, au travail. Il y en a qui pensent qu'aujourd'hui, que la manne tombera du ciel, comme dans le vieux temps, mais que non. Il faut travailler. On ne peut pas arriver à un statut social si on ne travaille pas. Or, lorsque nous constatons, nous voyons nos jeunes dans nos villages, je parle parce que je reste plus au village aujourd'hui, qui passent leur temps du matin au soir à boire, à fumer, et qui, le lendemain, viennent vous voir pour vous demander 1000 francs. Alors, je leur pose la question, au nom de quoi je dois vous donner 1000 francs, si vous ne voulez pas travailler. Donc, voilà
ce que je voulais dire, à savoir, il faudrait que le Camerounais sache qu'il appartient à un territoire précis et que c'est le Cameroun qui est sa nation. Il faudrait que le Camerounais sache qu'il y a d'autres Camerounais qui ne sont pas de même culture, de même éducation que lui, qu'il puisse accepter, n'est-ce pas, de vivre avec ces gens-là. Enfin, il faut que maintenant la gouvernance aussi suive le pas. C'est-à-dire les gouvernants devraient également montrer le chemin pour que l'unité nationale ne soit mise à rude épreuve. Donc voilà les quelques défis, les quelques challenges qui, me semble-t-il, nous interpellent aujourd'hui par rapport aux gros efforts déjà que le chef de l'État a fait depuis son accession à la magistrature pour maintenir le pays uni et prospère. Voilà. Pour que nous soyons prospères davantage, il va falloir qu'un certain nombre de conditions que j'ai énumérées ici soient acceptées et soient réalisées. Merci. Jean? Le professeur Samuel Efombozo referme son ouvrage. C'est pour que moi j'ouvre celui-ci. Pour le libéralisme communautaire, une pensée dynamique à la mesure des temps présents. Je laisse la conclusion de ce débat au président de la République, chef de l'État, chef des forces armées Paul Biya, dans les 30 objectifs qu'il nourrit pour le Cameroun. Je retiens l'objectif ciblé sur l'unité nationale. Le président de la République dit l'unité nationale étant le fondement de notre vivre ensemble, nous devons continuer à œuvrer pour une intensification du brassage des populations, pour une circulation accrue des Camerounais à l'intérieur du Cameroun, pour un développement des infrastructures de mobilité, pour une intégration de l'espace national par des voies de communication, par des réseaux de communication électronique. Nous devons renchérir le chef de l'État, renforcer notre système de gouvernance inclusive et participative de la diversité par la politique d'équilibre régional pour que notre État reflète toujours le pluralisme culturel. Nous devons privilégier l'intérêt général dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques afin que chaque Camerounais se sente concerné par les réalisations de l'État. Nous devons enfin prendre en compte les particularismes géographiques, historiques et culturels et assurer l'équité territoriale. Tout est dit et bien dit dans cet ouvrage que je vous recommande, mesdames, messieurs, Ebenezer Motale. Un mot pour conclure et dire merci à toutes les équipes. Yeah, thank you very much indeed, ladies and gentlemen. We want to thank you very much for your perspectives. We hope you'll be back some other time to bring your knowledge to Cameroonians out there who are watching this program. We want to thank our colleagues behind the cameras who've made the program possible. Thank you very much indeed.